Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous sur France 3 Centre-Val de Loire, histoire de vous inviter à découvrir des personnalités de la région qui se dévoilent, partagent leurs souvenirs et leur attachement. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire d'une Tourangelle qui a été l'une des premières femmes en France à présenter un journal télévisé, mais aussi qui fut pendant plus de 15 ans médiatrice des rédactions de France 3. Proche des gens, accessible, discrète, douce et bienveillante, non sans humour, voici l'histoire de Marie-Laure Augry. Bienvenue, merci d'être avec nous Marie-Laure. Merci, c'est un plaisir beaucoup. de vous accueillir. Je suis ravie d'être là, d'inaugurer ces rendez-vous. Oui, alors justement, voilà. Est-ce que les qualificatifs que je viens d'employer à votre égard sont fidèles à ce que vous êtes? Bon, je n'oserais pas dire oui. On va découvrir en quelques mots et en quelques images justement une rétrospective de votre carrière et puis on en parle juste après. Nous les avions portés il y a de cela 2 mois déjà. Mais dès que M. Bouygues a annoncé qu'il se portait candidat pour la Une, voilà. On avait à ce moment-là sorti nos casques. Bon, on les ressortira tout à l'heure parce que... Elle a été une grande figure du Trésor de TF1 dans les années 80 avec Yves Mourouzi. Marie-Laure Augry a fait ses études de journalisme à Tours, sa ville natale, où elle n'a cessé de garder des attaches familiales et professionnelles. En 1972, elle intègre le service de politique intérieure à l'ORTF et en 1974, elle devient reporter. Elle sera l'une des premières femmes à présenter un journal télévisé, le Journal de la Nuit sur TF1, chaîne qui lui proposera de co-présenter avec Yves Mourouzi le 13h. Ce duo atypique va surprendre la France entière en traitant l'actualité avec un ton décalé et beaucoup d'audace. Journée internationale de la femme, bonjour à tous quand même, et cependant, oh là là, ils sont vraiment défraîchis. Voilà. Ah, mais écoutez... À la fin de cette aventure, elle restera fidèle à la première chaîne en animant Allô Marie-Laure, un magazine au service des téléspectateurs. Ensuite, elle a rejoint la 5 pour y présenter le journal de 12h45. Elle fera d'ailleurs la fermeture de la chaîne. Après un passage à RMC, elle rejoint le service public en présentant plusieurs programmes sur France 3, Génération 3 et Un jour en France. Dans les années 2000 jusqu'en 2017, elle sera la médiatrice des rédactions de France 3. Elle va y animer un programme qui donne la parole aux téléspectateurs. Puis un autre thème, c'est une image. Il y a quelques semaines qui vous a choqué. Vous nous avez posé beaucoup de questions à propos de cette image. L'écoute, le partage et la transmission sont des qualités que Marie-Laure Augry cultive depuis toujours, notamment en allant à la rencontre de la nouvelle génération dans les collèges et les lycées du Centre-Val de Loire. Femme de passion, elle est tombée amoureuse de la pétanque il y a plus de 20 ans, un loisir qu'elle a su aussi partager en commentant le mondial sur France 3. Ce sport très convivial est à l'image de la journaliste qui en 2017 a pris sa retraite pour écrire une nouvelle histoire. Alors Marie-Laure, vous prenez toujours autant de plaisir à découvrir ces images, à les revoir en tout cas. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais quel regard vous portez sur votre carrière ? Oh, je ne sais pas, non. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, beaucoup de gens à qui je dois de cette carrière, parce que voilà, ils m'ont aidé. Et puis, c'est vrai que rien ne me prédestinait, même au départ. Voilà, j'ai eu un moment envie d'être journaliste, mais je n'étais pas dans un environnement qui pouvait qui me portait plus sur la gastronomie que sur le journalisme. On parlera de cuisine dans quelques instants. Mais non, ben oui, j'ai eu beaucoup de chance. Mais moi, mon admiration, elle va aux grands reporters et surtout aux reporters de guerre, plus qu'aux gens qui ont fait une bonne partie de leur carrière dans la présentation des journaux télévisés. Est-ce qu'aujourd'hui, cette carrière a encore une incidence dans votre quotidien ? Oui, mais ça, c'est sympa. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en effet, enfin, la période, bien sûr, avec Yves du 13h, pas pour des toutes jeunes générations comme vous, mais voilà, les gens s'en souviennent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de semaine où très gentiment, on ne m'arrête pas, on me dit « Ah là là », et bien ça, je trouve ça formidable. C'était il y a 30 ans quand même. Vous êtes contente finalement de continuer à partager votre expérience avec celles et ceux que vous croisez. Il vaut mieux ça que d'être ignoré ou dédaigné. Hein. Effectivement. On vient de le voir, hein. Vous avez été l'une des premières femmes à présenter un JT en 1975, le journal de la nuit à 23h sur TF1. Est-ce que vous aviez conscience à l'époque que vous étiez à l'avant-garde ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de présentatrices de JT. Ce qui est évident aujourd'hui ne l'était pas à l'époque.
Non, alors j'étais d'abord d'une grande inconscience déjà d'avoir accepté, parce que je n'ai pas fait de numéro 0 ni rien, je veux dire, à ce moment-là, ça ne fonctionnait pas comme ça. Je le dois à l'année de la femme, 1975, année de la femme. Christian Bernalac, qui était le patron de la rédaction, se dit on va mettre une femme à l'antenne. Et puis, bureau d'à côté, la 2, antenne 2, part dans cette même démarche, il faut mettre une femme à l'antenne. Donc il y a une petite course à l'échalote entre les deux rédactions. Et le même soir, on s'est retrouvés, 2 studios l'un à côté de l'autre. D'un côté, Hélène Vida, qui a été la première à présenter le 20h, même avant Christine Ockrent. Donc vous êtes la deuxième. Et ma pomme, voilà. Ouais. Et le même soir, voilà, c'était 2 femmes, une brune, une blonde. Et en effet, il y avait rarement eu de femmes à l'antenne. Alors, puisque vous parlez de la journée de la femme, que pensez-vous justement de leur place aujourd'hui dans la société et dans les médias ? Écoutez, je pense que voilà, elles sont assez présentes. Il y a eu beaucoup de progrès. Regardez dans les rédactions, elles se sont beaucoup féminisées. Regardez sur les grands reportages, on voit beaucoup de femmes. Hein. Mais je veux dire, c'est vrai qu'à une époque, quand moi je suis arrivée dans les années 73, 74, ne serait-ce qu'en politique étrangère, vous aviez une femme, c'est tout. La guerre du Golfe a été une bascule. C'est à ce moment-là on a commencé à avoir beaucoup de femmes, grands reporters sur le terrain. Et en tout cas, dès 1984, le 8 mars, vous aviez pleinement votre place dans le JT avec Yves Morosi, qui l'a cédé et qui, pour l'occasion, vous a fait un cadeau. Hein, on regarde. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait comme cadeau ? Bonjour à toutes en ce 8 mars 1984, journée internationale de la femme. Bonjour à tous quand même et cependant. Oh là là, elles sont vraiment des fraîchis. Voilà, Ah mais écoutez, vous auriez pu les arroser un peu petit quand cadeau même. pour la journée de la femme. Ah bah ça c'est très gentil. Juste que j'ai trouvé dans mon bureau. Ah bah mais c'est l'intention qui compte. Voilà. Toujours, hein. Il vaut mieux que l'attention compte plutôt que l'honneur, parce que Tout à fait. Bon, on va ça fait un travailler. moment qu'il y est. Mais je croyais que vous ne deviez pas parler. Ah ben j'ai rien dit. Ah J'ai- bon. Chaque année, le 8 mars, rien. Potiche. Ça vous fait toujours sourire et vous a vraiment entré dans toutes ces folies, Yves Morosi. Oui, c'était des folies, c'était des folies partagées. Mais ce qui était bien, c'est que rien n'était calculé. Hein. On ne le savait pas à l'avance, ou c'était le petit truc qu'on décidait à la dernière minute. Donc, le bouquet de fleurs, non, il m'avait dit, bon, je ne vais pas parler. Enfin, voilà, on était parti sur un petit jeu comme ça. Mais aujourd'hui, les choses sont assez écrites, scénarisées. Non, alors nous, c'était Vous êtes sûr, improvisation même totale. le jour où TF1 était privatisé, on va regarder un extrait parce que c'était un moment très fort de votre carrière et vous nous raconterez un petit peu comment ça s'est passé après. Vous voulez que je dise quelque chose? J'ai une surprise. Si vous voulez une maison bien construite en panneaux de béton, sans micro, paf, clac. Voilà, c'est c'est ce fait. qu'il faut faire. Bon. On l'a. Ouais. Hein, et Ça y est. comme Bon, on nous bah, promet... vous avez le vôtre, vous? Moi j'ai le mien, je vais vous le donner. Ah en plus, bah c'est bien. qu'on Mais a moi, fait, moi, on j'ai a le fait vrai, très bien, hein. on a fait très bien les Si choses. Marcel Fagès veut bien que la caméra 3 serrée sur la marque, là... Voilà. Maintenant, il est marqué on s'en Bouygues. fiche, hein, Voilà. c'est partout pareil. Hein. Et vous avez, j'ai 3 étoiles. Oui, alors moi j'ai TF1 puisque Bouygues devient un peu TF1, donc Oui, c'est vous une n'avez belle pas- alliance Vous n'avez tous pas les encore deux. des... Est-ce que vous seriez encore capable de faire ça, Marie-Laure, aujourd'hui ? Oh, oui, mais c'est bien quand on... Voilà, il faut être à deux, il faut qu'il y ait du répondant. Si vous êtes toute seule Eh bien, sur un puisque j'ai du plateau face à répondant une et que caméra... Nous sommes à deux. Regardez voilà. ce que je vous apporte. Quoi, parce que je l'ai encore, le casque, moi. Celui que vous avez vu à l'antenne. Là, vous avez un je casque l'ai- France je 3, l'ai à parce la qu'à maison. l'époque, effectivement, vous portiez le casque TF1 avec la marque C'était- TF1. voilà, en fait, et moi, je c'est- porte le casque Histoire 2, bien Ah entendu. ben voilà. Mais c'est un casque qu'on avait récupéré à la dernière minute au décor, hein, au service des décors de TF1, parce que tout d'un coup on s'est dit, ah ben non, il faut faire quelque chose. Voilà, on est allé récupérer le truc, un autocollant TF1, mais on l'a décidé, je sais pas, une demi-heure avant le journal. Bon, en tout cas, celui-ci, je vous l'offre hein, pour C'est évidemment gentil. tout le travail que vous avez bâti en tant que Et journaliste alors quand pour on n'est pas bien défendre coiffé, notamment. c'est parfait, ça cache la Ça misère. vous va à merveille, soyez rassurés. Il y a précisément 30 ans, justement, le 18 février 1988, vous stoppiez le JT de TF1. Comment vous avez vécu cette fin avec Yves Morosi ? Bah écoutez, voilà, on savait que les choses finiraient un jour. Bon, on savait quand même que ça risquait de se terminer parce qu'il y avait eu un premier signe, c'est-à-dire quand il y avait eu l'émission du soir qui avait été arrêtée parce que à cause notamment d'un dessin donc qui avait mis le feu aux poudres et
du jour au lendemain, ça s'est terminé. Donc ça avait été une alerte. Et comme on était le Trésor et Yves particulièrement réputés pour un peu d'insolence, d'indépendance, on se disait que ça ne rentrerait pas dans le moule. Voilà. Et si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un devait incarner Yves Mourouzi dans le paysage audiovisuel, ce serait qui? Vous pensez à qui? Je ne sais pas trop. À un moment, il y a quelques années, ça aurait pu être Guillaume Durand. Mais sinon, sur le côté un peu complicité, je trouve que Simès et Carrère d'Encausse, ils ont une complicité comme ça que je trouve très sympa. Et qui n'est pas fan parce que voilà, ils se connaissent bien dans la vie, c'est pas uniquement sur un plateau de télé. Évidemment, c'est très important d'avoir une complicité en dehors des caméras, on l'a bien compris. Juste après l'arrêt du JT, vous avez présenté Allô Marie-Laure sur TF1, et puis ensuite de 1995 à 2002, vous avez animé Un jour en France sur France 3, émission dans laquelle vous dressiez, comme un peu ici finalement, un portrait de personnalité avec Jean-Sébastien Petit-Demange, chroniqueur, et qui est resté un ami d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr, très proche, Jean-Seb. Alors justement, il a un petit message à vous faire passer, Marie-Laure. Il se remémore un petit peu quelques souvenirs et il nous raconte surtout comment vous vous êtes rencontrés. La rencontre avec Marie-Laure Augry, elle était assez amusante. J'étais sur une radio périphérique à l'époque. Je rentre chez moi et vers 11h, il y a mon téléphone qui sonne. Et là, j'ai une voix qui me dit « Bonjour, c'est Marie-Laure Augry ». Je lui dis « Oui, bien sûr ». Et moi, je suis Yves Mourouzi et je raccroche. 2 minutes après, Marie-Laure rappelle, enfin, le téléphone ressonne, me dit « Ne raccrochez pas, je vous promets, je suis Marie-Laure Augry ». Et là, je me confonds en excuses. Je vous ai écouté à la radio, j'aimerais beaucoup qu'on se rencontre. Je fais une nouvelle émission sur France 3 qui s'appelle Un jour en France. Je voudrais voir si on peut faire 2-3 petites choses ensemble. On s'est vu une semaine après. Et à partir de là, voilà, l'aventure a commencé avec elle. Je pense que s'il y a un souvenir professionnel avec elle, c'est les 2 émissions qu'on a faites avec, d'une part, Sœur Emmanuelle, qui a été une rencontre absolument incroyable. Pendant 1 heure, le temps a suspendu son vol et on était en communion totale avec Sœur Emmanuelle parce que c'était un moment de grâce absolue. Et puis je vais m'arrêter là parce que c'est vrai que je vais rester sur ce souvenir-là. Sœur Emmanuelle, c'était formidable. Alors, Marie-Laure, il y a 2 messages. Là, le premier, tu le connais, je t'aime. Le deuxième, c'est qu'il faut absolument que tu viennes à Angoulême au mois de novembre. Tu vas venir au Gastronomade et puis tu me fais la recette que tu veux, mais je veux absolument que tu viennes cette année. Bon, vous allez répondre évidemment positivement à son invitation. Oui, dès qu'il est question de bien manger, de faire la cuisine, voilà, c'est l'atavisme familial. Alors, puisque vous parlez de cuisine, justement, vous avez une idée de la recette que vous allez lui proposer? Oh non, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a des, s'il y a des règles, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais j'irai avec grand plaisir. Et puis, pour Jean-Seb, j'irai au bout du monde. Alors, dans quelques instants, vous parlez de cuisine, justement, on évoquera l'histoire familiale en Touraine. Mais avant, à partir de 2003, après Un jour en France, vous avez occupé le poste de médiatrice des rédactions de France 3, une émission que vous animiez une fois par mois, le soir, votre télé et vous. Que retenez-vous justement des rencontres que vous avez pu faire avec les journalistes et puis les téléspectateurs aussi? Oui, alors c'était les téléspectateurs qui sont au centre quand même du dispositif parce que c'est une émission qui est pour eux, avec eux. Et le principe, c'est de pouvoir échanger, les écouter, partager des réflexions et des expériences. Et ça, je pense que c'est important et c'est de plus en plus important aujourd'hui, alors qu'on est dans une complète transformation de l'approche de l'information. Mais justement, quelle vision vous avez en fait du service public aujourd'hui? Alors, écoutez, moi, pour avoir lu quotidiennement pendant un certain nombre de temps les messages des téléspectateurs, je veux dire, au-delà de leur révolution à eux, de leur usage, c'est-à-dire qu'en effet, on n'est pas arrivé devant son poste de télé aujourd'hui, on s'informe tout au long de la journée, on partage l'information, etc. Et je crois que plus il y a cette attirance pour l'information, plus il y a de l'exigence à l'égard du service public et plus pour le téléspectateur, nous devons être une référence. Et donc vous regardez toujours France 3? France 3, France Télévisions, oui, bien sûr. Bien sûr. Et comment vous retrouvez... Non, mais moi, je suis restée très attachée à France 3. Et l'ADN de France 3, pour moi, c'est en effet sa proximité, son implantation dans les régions. Et comment vous retrouvez dans les valeurs de cette chaîne? Écoutez, voilà, elle véhicule les valeurs du service public. Alors, bien sûr, on peut se retrouver plus ou moins sur une évolution, sur tel programme ou autre. Mais enfin, je veux dire qu'on a une télévision de service public qui reste
de qualité. Et en effet, si on reste attentive à ce que demande le service public, alors en effet, voilà, je veux dire, les documentaires, l'information, voilà, il y a des empreintes très fortes du service public qu'il faut à tout prix maintenir. Alors maintenant, on va parler de ancrage, puisque vous évoquiez votre vie en Touraine succinctement il y a quelques instants. Nous sommes allés à la rencontre d'une marraine, hein, la marraine de l'un de vos enfants, qui était une copine de 4e de classe. Elle habite à Tours et elle nous raconte justement ce qui vous lie. C'est Françoise Fournier et vous verrez qu'elle a un message très touchant pour vous. Alors, avec Marie-Laure, nous avons une complicité, je dirais, de fratrie, comme deux sœurs qui parlent, qui s'amusent, qui plaisantent, qui rient, qui font des choses ensemble. Nous avons une passion, c'est vrai, en dehors des autres, c'est la cuisine. Et nous aimons bien faire de la cuisine toutes les deux, ensemble ou chacune de notre côté. Alors, je pense qu'elle est sensible au côté un peu douce France de la région tourangelle. Mais c'est vrai qu'elle a été très longtemps, et je pense qu'elle l'est toujours, attachée à la région de Vouvray, puisque ses parents avaient une maison à Vouvray avec une cave, et tous les grands événements de notre vie se sont passés, c'est vrai, souvent dans cette cave. Bon, Marie-Laure, le message que je voudrais te transmettre, c'est ceci: ne change pas, reste comme tu es, naturelle, pleine d'empathie envers les autres, à l'écoute comme tu l'es toujours, et surtout avec cette grande ouverture d'esprit que tu as, surtout tu gardes ça, et continue à ne pas te prendre au sérieux comme tu le fais si bien. Ça vous touche? Ah bah, c'est la vieille grande émue. copine. On ne s'est jamais quitté depuis la classe de 4e. Elle a été mon témoin de mariage. Elle est la marraine de ma fille. Voilà, oui, on a une grande. Elle a raison. On a une très grande complicité avec Françoise. Et elle est restée elle-même aussi. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que vous restez amis. Qu'on reste amis et Tout qu'on s'entend très très bien. Alors elle vient d'évoquer vos parents justement qui tenaient un commerce à Tours. Ils étaient traiteurs. Vous avez appris grâce à eux en fait la gastronomie tourangelle. Ah oui, moi j'ai passé mon temps à regarder mon père faire la cuisine et à goûter les sauces, hein, parce que... Justement, vous êtes une grande gourmande et on a retrouvé un extrait de 1980 dans les cuisines avec votre papa. Oui, je vois, on va regarder. Je crois voir. On va pouvoir commencer à le mettre, là, regarde, ça a l'air de bien prendre. Alors là, tu laisses de côté, là, que ça chauffe plus. Faut plus que ça chauffe. Non, faut plus que ça chauffe. Allons-y. Vous n'avez jamais fait ça, non? En fait, ça, c'est pour la télévision, non? Non, non. J'étais élevée ici en permanence, un peu dans le cul de la cuisine. Et j'adore faire la cuisine et j'aime beaucoup la manger. Alors, j'en profite pour prendre quelques leçons avec mon père quand, de temps en temps, on vient ici. Et vous vous souvenez justement, Marie-Laure, du plat que vous prépariez à l'époque? Oui, je pense que c'était un beurre blanc. C'est votre plat préféré? Non, mais c'est une sauce très difficile à faire, très compliquée. Donc, j'avais intérêt en effet à ce qu'il me montre bien. Parce que ça peut vite tourner un beurre blanc. Alors celui qui vous a montré aussi évidemment beaucoup de recettes, c'est un ami de Chinon, Jean-Claude Rigolet, qui est restaurateur étoilé. Il nous raconte un moment qui l'a marqué avec vous et surtout aussi comment vous vous êtes rencontrés. Donc là, ma première rencontre avec Marie-Laure, c'est grâce à notre ami commun, Joël Talleau, le grand viticulteur de Saint-Nicolas de Bourgueil, qui l'avait invité au Plaisir Gourmand. Et ça a été notre première rencontre, et d'avoir Marie-Laure Augry à ma table, j'étais un homme heureux. Marie-Laure est native de Tours, elle avait des parents rue Victor Hugo qui vraiment faisaient une cuisine formidable à emporter pour les Tourangeaux. Beaucoup de Tourangeaux s'en souviennent encore. Et donc elle aime la région parce qu'elle y est native, et puis comment ne pas aimer la Touraine? Le dernier moment qui m'a marqué à tes côtés, c'était le dernier repas qu'on a fait avec Gonzague Saint-Brie à Gien, devant le château, face à la Loire, et nous étions tous les trois à déjeuner là, et Gonzague Saint-Brie, un homme exceptionnel de culture, d'histoire, et on a parlé, et vraiment, c'était un grand moment. Il y a toujours eu en Touraine des grandes dames, surtout à l'époque de la Renaissance. Mais pour la période contemporaine, la grande dame de la Touraine, c'est toi, Marie-Laure. Si j'avais un message à te transmettre, ce serait:
d'abord bravo pour la réussite professionnelle qu'elle a eue. Et les gens sont toujours marqués. Et quand on se promène avec Marie-Laure, beaucoup de gens se retournent. Ah, voilà. Voilà, donc cette réussite professionnelle, et surtout qui est alliée avec cette belle réussite familiale. Et quand je suis à tes côtés avec ta maman, tes 2 enfants magnifiques et tout, vraiment, bravo, bravo, bravo. Comme les autres, un beau témoignage d'amitié. Ouais, flatteur. Hein, oui, mais Jean-Claude, voilà, c'est un magicien de la cuisine. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les cuisiniers. En même temps, ce sont des poètes souvent, hein, les cuisiniers, les œnologues. Je dirais, ils ont une richesse de vocabulaire. Et puis, ils ont la passion. Pour faire ce métier, il faut avoir une vraie passion. Donc, bien évidemment, être invité à déjeuner ou à dîner chez Jean-Claude, c'est un cadeau royal. Et moi, à chaque fois, entre chaque plat, je vais faire un tour dans sa cuisine pour voir ce qu'il prépare et pour voir comment il le fait. Alors, la passion de la cuisine et la passion de la région, parce que j'ai lu aussi que, toute petite, vous étiez persuadée que la ville de Tours était la plus belle ville de France. C'est toujours le cas? Non, parce que j'ai voyagé depuis. Je me suis rendu compte que Tours est une belle ville vivante, etc. Qu'est-ce que vous aimez là? Par exemple, on voit le pont Wilson qui enjambe la Loire et la place Plumereau. Alors, bien sûr. Alors, quoique quand j'étais jeune, la place Plumereau, c'était pas ça du tout. Hein. C'était les quartiers complètement abandonnés. Ça a été ressuscité, notamment par les Compagnons du Devoir. Ça, oui, bien sûr, c'est un quartier magique. Quand il y a des gens qui viennent, vous les emmenez visiter, découvrir le vieux Tours. Mais c'est la Loire, bien sûr, aussi, qui traverse cette ville, qui est extraordinaire. Ce qui est très magique aussi pour vous, évidemment, c'est la pétanque que vous avez découvert il y a plus d'une vingtaine d'années. Et grâce à cette passion, vous avez pu présenter le mondial de pétanque jusqu'à l'année dernière, hein, année où vous avez pris votre retraite. Voilà, c'était mon petit cadeau de Noël au mois de juillet, j'avais toujours l'habitude de dire. C'est avec Yves qu'on a découvert un jour cette manifestation incroyable. L'an dernier, il y avait plus de 13 000 joueurs venant de 25 pays du monde entier, 5 jours de compétition. Et vous jouez? Oui, je joue comme un manche. Mais, alors j'ai lu justement que vous disiez que vous ne saviez que pointer et pas tirer, voilà. En fait. Mais donc, pourquoi? Non, mais c'est dur de tirer, il faut apprendre. Alors, si vous savez que pointer, si vous n'avez pas dans votre équipe un tireur, vous êtes fait marron tout de suite. Donc, il faut, comme on dit à Marseille, être bien accompagné, c'est-à-dire avoir un bon tireur à vos côtés si vous voulez gagner. Très bien, on va s'arrêter là. Marie-Laure, en un mot, comment qualifieriez-vous la région Centre-Val de Loire? Pour moi, c'est la douceur de vivre. Très bien. Merci pour votre douceur. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir évidemment cette émission sur les réseaux sociaux et sur notre site internet France 3 Centre-Val de Loire. À très bientôt. Merci Marie-Laure. Merci.